Salut les internets, c'est l'heure de notre petit live auto-coaching avec Laura Cherfi que je vais inviter de ce pas. Alors, Laura Cherfi, on attend que ça se connecte. En tout cas, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre ces lives. Salut, ça y est, ça commence à se connecter. Bonjour, Comment ça va? tu m'entends bien? Ok. Ouais, ça va bien. Et toi? Alors, par contre, il y a pas mal de bruit autour de toi. Quand tu bouges, je sais pas si. Ouais, ça doit être ton micro. Est-ce que c'est plus stable comme Oui, ça? super. Ouais, Top. cool, trop bien. Salut, salut. Merci, Amric. Bon, c'est vraiment chouette. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. Ça nous fait trop plaisir. Merci pour ça. Donc voilà, donc rendez-vous hebdomadaire, n'est-ce pas? Pour parler de coaching, pour parler de développement personnel, pour vous donner des clés pour avancer aussi en autonomie dans votre vie. Alors pour celles et ceux qui se connectent aujourd'hui et qui ne nous connaissent pas, donc Laura Cherfi, Claire Noël, on est toutes les deux coachs en développement personnel, particulièrement impliquées dans l'empowerment des femmes. On est amies, collègues, collaboratrices et on a créé ensemble une retraite qui s'appelle Rising Queen, qui aura lieu fin août et qui a vraiment pour vocation de venir accompagner les femmes sur le développement de leur souveraineté. Et c'est aussi à cette occasion qu'on fait ces lives aussi pour parce que quand on parle de développement personnel, quand on parle d'empowerment féminin, si vous connaissez un petit peu ces sujets-là, vous les avez entendus potentiellement beaucoup, ces termes. Et pour nous, l'important, c'était aussi de mettre un peu de fond, de contenu, d'explication sur voilà, ces termes qu'on brasse, comprendre un peu mieux voilà, comment ça s'articule dans nos cerveaux. Et notamment, il y a une thématique qui revient très souvent dans nos accompagnements, hein, depuis des années qu'on accompagne les femmes, c'est cette question de l'estime de soi. Et cette estime de soi, elle est formulée de différentes façons. On va parler de confiance en soi, on va parler d'assurance, d'affirmation, de rapport aux autres, de rapport à soi, d'amour de soi. Bref, voilà, il y a plein de termes qui satellitent autour de cette notion d'estime de soi. Et c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Ouais, merci pour cette super intro. Coucou tout le monde, c'est chouette de vous voir. On me dit bonne app. Écoute, moi je suis au café, mais si voilà, si vous avez envie de déjeuner avec nous, allez-y, on va être ensemble à peu près pendant une trentaine de minutes. Peut-être un peu moins maintenant déjà. Bah ouais, l'estime de soi, parce que en tout cas, moi, dans les explorations que j'ai pu faire autour de nos sujets d'accompagnement, on retombe toujours là, quoi. C'est mécanique, c'est systématique. Euh, pour moi, ça a commencé en travaillant au début de ma carrière autour des sexualités particulièrement, et à me dire mais qu'est-ce qui fait que on va accepter certaines situations ou certaines pratiques ou pas oser communiquer ou dire ce qu'on veut ou avoir peur du jugement, etc. pour certaines personnes ou dans certaines relations. Alors que pour d'autres, en fait, c'était des choses plutôt qui semblaient plutôt fluides, en fait. Et, euh, et on retombe à ça, l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, c'est quoi? C'est la valeur que je m'accorde. Et en fonction de la valeur que je m'accorde, je vais me retrouver en capacité de faire face aux épreuves de la vie, aux situations qui peuvent être challengeantes, aux situations relationnelles qui peuvent être challengeantes. Et moins je m'accorde de valeur, moins je vais oser m'affirmer, dire ce que je pense, faire ce que j'ai envie de faire et qui correspond à mes valeurs, et plus je vais me laisser potentiellement porter par l'extérieur euh, et notamment potentiellement dans des relations qui peuvent être toxiques, dans des jobs où je vais être sous-payée, surexploitée, enfin, etc., etc. Quoi.
Et, En anglais que j'aime beaucoup. Alors, en français, ça fait pareil, c'est de se lever pour soi-même, mais stand up for yourself, show up for yourself, c'est vraiment cette idée de comment est-ce que, voilà, je suis là pour moi et je suis là pour, voilà, c'est soit défendre mes intérêts, soit défendre ce qui est juste pour moi, mais il y a vraiment cette idée de, enfin, je trouve que cette image de se lever pour soi-même, je la trouve assez parlante, ouais. Et effectivement, pour pouvoir faire ça, voilà, il y a l'estime de soi qui est quand même une sacrée base. ouais, ouais, en fait, on décompose l'estime de soi en trois parties qui sont un peu comme une pyramide pour les personnes que ça intéresse. J'ai posté un visuel récemment sur mon Insta qui reprend ça. En gros, la base de l'estime de soi, c'est ce qu'on appelle l'amour de soi. Ensuite, par-dessus l'amour de soi, on va construire l'image de soi. Et ça va nous permettre de développer la confiance en soi. Et en fait, en coaching, les personnes viennent souvent nous voir en disant j'aimerais bien gagner en confiance en moi. Euh, et, et alors oui, on peut jouer une confiance en soi un peu, voilà, pousser, forcer, simuler le fameux fake it till you make it. Tu vois, donc fais comme si tu avais confiance en toi jusqu'à ce que tu l'aies vraiment. Et oui, ça peut marcher comme ça, mais effectivement, quand on s'attaque, quand on commence par les bases, donc l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi, en fait, elle découle de ça. Et du coup, la capacité, donc, confiance en soi, plutôt à croire en ses capacités, oser s'exprimer, créer des situations, avoir des comportements qui sont porteurs de nos valeurs, là, ça va être beaucoup plus facile, quoi. Et puis il y a aussi ce risque, il y a notamment il y a c'est cet auteur que je cite souvent, Christophe André, qui est un psychothérapeute qui a écrit un best-seller sur la question de l'estime de soi, qui s'appelle Imparfait, libre et heureux, que je vous recommandais là dans les ressources il n'y a pas longtemps. Et avec cette idée que justement, effectivement, ça peut servir de moteur, d'adopter ce fake it until you make it. Et en même temps, il y a aussi ce risque de développer ce qu'on appelle une fausse haute estime de soi, c'est-à-dire de faire semblant d'avoir confiance en soi, notamment souvent à l'extérieur, dans ses relations, dans un cadre social, pour dégager une certaine image dont on va se convaincre et en fait on va construire une façade qui n'est pas justement construite sur ces bases solides que tu citais. Ouais. En fait, il y a plusieurs marqueurs pour analyser, observer l'estime de soi d'une personne. On va parler d'estime de soi plutôt haute ou plutôt basse, et on va aussi parler d'estime de soi plutôt stable et instable. Et là, ce que tu décris, c'est plutôt une haute estime de soi, mais instable, qui fait que oui, on a des moments où voilà, on va se dire ok, c'est bon, je le mérite, c'est cool, je peux le faire, je peux y arriver. Et effectivement, ça peut nous permettre de dépasser certaines situations, voilà, d'oser se la donner avant un entretien hyper important pour nous ou autre. Euh, mais du coup, c'est aussi l'instabilité, elle est problématique parce que du coup, on va avoir une susceptibilité en général hyper forte, capacité à être sur la défensive aussi, à mal recevoir les feedbacks ou les critiques. Enfin voilà. Alors qu'effectivement, l'idéal, c'est comment est-ce que je peux faire pour me construire une estime de moi suffisamment haute et plutôt stable en fait, qui tienne dans le temps. Ça, c'est un peu le Graal. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est complètement possible de le faire. Pour le coup, moi, ça a été mon cheminement pendant un bon bout de temps. Et ouais, il y a effectivement des pratiques et des manières de construire les choses qui vont pouvoir nous aider à aller vers cette stabilité-là et vers ce respect, en fait. Parce que l'estime de soi, la valeur qu'on s'accorde, pour moi, c'est aussi du respect. Euh, avec cette idée qu'effectivement, plus je me respecterai moi-même et plus je serai garante du fait d'accepter ou de ne pas accepter certaines situations et de réussir à m'exprimer quand c'est important pour moi, etc. Plus du coup, il y a du respect qui va se créer aussi avec l'extérieur. Et donc, avoir de l'estime de soi, c'est aussi ne pas accepter des situations qui peuvent être toxiques, dangereuses ou violentes, quoi, à sa mesure. Voilà.
Donc, moi, j'avais envie de vous partager surtout aujourd'hui comment on fait quoi pour développer une estime de soi stable et plutôt haute. Alors évidemment, c'est l'objet de l'immense majorité des thérapies et autres accompagnements. Hein. Tous les accompagnants, en fait, aident les personnes à construire une meilleure estime d'elles-mêmes. Donc, voilà, premier conseil, allez voir des gens qui savent faire. Si vous avez vraiment envie de prendre en main un gros chantier sur le temps, autant y passer plutôt 1 an ou 2 de votre vie en étant accompagné, guidé, soutenu, plutôt que de galérer 15 ans avec toutes les fluctuations que ça implique. Néanmoins, j'ai isolé du coup quelques pratiques, quelque chose qu'on peut faire chez soi et qui sont, voilà, pour moi garantes d'une bonne estime de soi. En tout cas, les personnes que j'accompagne et qui viennent me voir pour ça, je les vois cheminer euh, par ces étapes-là, en fait, dans leur travail. Ok, on y va? Quelles sont les étapes, Laura Pour toi, Serpil? tu es accroché. Ok. Ok, donc estime de soi, s'accorder suffisamment de valeur pour faire face aux épreuves de la vie et des relations. Euh, S'accorder suffisamment de valeur. Euh, la valeur qu'on s'accorde, elle est très très liée évidemment à l'environnement dans lequel on a évolué. On est sensible à la manière dont nos parents ou nos modèles éducatifs fonctionnaient avec eux-mêmes en termes d'estime de soi et ont fonctionné avec nous, nous ont valorisé ou pas, nous ont soutenu ou pas, écouté ou pas, etc. Donc ça, c'est la partie à laquelle on ne peut pas trop toucher, c'est l'héritage qu'on a, c'est le passé. Euh, mais si on est aussi sensible à notre environnement, il y a un truc auquel c'est hyper important de faire gaffe, c'est à notre environnement présent. Et notre environnement présent, donc on pourrait parler de différents niveaux, et on va parler de différents niveaux, mais le premier niveau d'environnement, c'est en fait votre dialogue intérieur. Parce que toute la journée, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça commence. Il y a des scénarios, des boucles, des phrases, des machins, des auto-évaluations de nous-mêmes, des autres, du monde, de ce qu'on a fait. C'est bien, c'est pas bien. Et mon corps, il est comme ci et comme ça. Et oh putain, ce que j'ai dit, est-ce que ça fonctionne ou pas, etc. Donc ça, c'est vraiment notre tout premier environnement. Et donc la première clé, en fait, pour construire une estime de soi, et là on va toucher à la fois à l'amour de soi, à l'image de soi et à la confiance en soi, c'est de reprendre la main sur son dialogue intérieur. Hyper important. Et donc ça peut se faire de plusieurs manières. Euh, la première étape, du coup, c'est juste déjà d'observer le dialogue intérieur et d'observer à quel point je mets des jugements dans ce que je raconte. Et à quel point, au lieu de dire, tiens, mon ventre, là, il y a un bourrelet, ça va être, oh là là, je suis énorme, c'est dégueulasse. Donc, on enlève les jugements et on revient à l'observation. Tiens, j'ai un bourrelet que je peux prendre entre mes mains, par exemple. Oh là là, j'ai fait tomber un truc, je suis trop conne. Non, parce que là, tu es en train de t'envoyer de la merde dans le cerveau, en fait. Donc, tu es en train de prendre ton image de toi et de te comparer à une merde. Et donc, ça rentre, en fait, dans notre estime de nous globale. Donc, voilà, ça va être observer ces moments-là et puis essayer d'être dans quelque chose de neutre. C'est-à-dire qu'on va pas être en mode « j'ai fait tomber un truc, oh là là, mon Dieu, je suis une déesse ». Non, le but, c'est pas de rentrer dans une espèce de positivité toxique, juste d'être factuel, genre ah, je vais tomber un truc, là maintenant je suis fatiguée en fait, ou je suis distraite, ou je suis préoccupée par cette personne cet entretien que je vais avoir après. Mais voilà, juste, ouais, on nous dit en commentaire, je fais tomber une tasse, juste, oups, en fait. Bah ouais, mince, point. Et je passe à la suite, en fait. Et à quel point est-ce que je vais m'attarder sur les choses que je fais mal ou pas parfaitement et ce que je vais commenter autour, ça va avoir énormément d'impact. Donc, reprendre la main sur ça et faire le choix politique au bout d'un moment de se dire que si je veux avoir une bonne estime de moi, je suis maîtresse de cet environnement mental, où que je sois dans ma vie, quoi que je fasse, quelle que soit la situation. Et donc,
jouer aux parents bienveillants avec soi-même en mode ça c'est oui, ça c'est non, en fait. Et quand on voit qu'on part dans des trucs, bah en fait c'est non. Je dis non là à cette partie de moi qui est en train de faire ça, et pof, je corrige, je rectifie. Et, et là-dessus, il y avait le livre Les quatre accords Toltec qu'on cite souvent dans le développement personnel. Et je me souviens que j'avais lu ça avant de me former au coaching et que j'étais arrivée sur la partie que ta parole soit impeccable. Et je m'étais dit, non, non, mais c'est bon, la communication non violente, je gère bien, je fais gaffe à comment je m'adresse aux autres. En plus, voilà, je fais attention au sens des mots et tout. Donc ça, a priori, il n'y a pas de souci. Et je commence à lire. Et dans les premières pages, il y a qui concerne aussi et avant tout votre façon de vous parler à vous-même. Oupsie! Ah. Vraiment, cette mise en perspective que quand on travaille justement sur cette phase d'observation que tu décris, il y a cette idée aussi de quand on a une estime de soi qui est blessée ou qui est fragile, ou voilà, qui a imprégné justement des éléments d'environnement qui sont pas forcément favorables ou soutenants, l'idée que on réalise parfois que jamais on ne parlerait comme ça, mais même à son pire ennemi, en fait. Et Mm. quand tu dis le parent bienveillant, l'autre angle qui peut aider à comprendre cette posture, en fait, de parent bienveillant, c'est de se dire, s'adresser à nous-mêmes comme on s'adresserait. Alors, il y en a qui disent ma meilleure amie, mon enfant, mon amoureux. Bref, imaginez que c'est la personne à qui vous tenez le plus au monde qui est en face de vous et comment est-ce que vous avez envie de vous y adresser. Et du coup, Ouais, ça aide, ça peut aider, quoi. carrément. Ou juste à un humain que je respecte, en Oui, fait. Tu vois. Et je reviens à cette valeur de c'est respect où en fait il n'y a même pas besoin d'être méga in love with yourself pour voilà, c'est juste je me respecte en fait. Et donc je ne me parle pas comme à une merde. basique. Ok, donc voilà, je suis un peu voilà un peu euh, euh, je sais pas, je suis pas dans le parent bienveillant, je suis dans le parent normatif. Là, je suis en mode, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu fais ça, tu suis ça. Parce qu'au bout d'un moment, on a cette capacité aussi de nous mettre des limites à nous-mêmes, et notamment sur notre dialogue intérieur. Et si vous avez envie d'avoir un peu plus de ressources là-dessus, sur comment est-ce que, quand j'ai identifié des espèces de boucles de dévalorisation, comment est-ce que je peux faire pour en sortir, on a fait un live justement avec Claire il y a quelques semaines là-dessus, donc vous pouvez le retrouver sur nos pages Insta, ça s'appelle Sortir des boucles mentales. Voilà, je vous laisserai zoomer là-dessus, mais c'est voilà, reprendre la main sur son dialogue intérieur. Dans la continuité de ce truc-là, euh, il y a aussi observer à quel point on juge les autres ou pas. Euh, et là, je pense, j'ai écouté un épisode là, du cœur sur la table sur notre rapport au corps en tant que femme dans cette société où voilà notre valeur se mesure énormément à notre corps et à notre apparence. En tout cas, si on reste dans les normes capitalistes ou patriarcales, etc., etc. Ou j'ai dit un gros mot, j'ai dit patriarcat. Voilà. Et et du coup. Il y a aussi ce truc-là, moi ça me fait penser au groupe de meufs en fait, dans lesquels j'étais adolescente, plus jeune, et cette espèce d'ambiance globale de il faut plaire, et donc on va observer en fait le corps des autres, observer notre corps, être critique par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes, bref cette espèce de compétition en fait entre femmes qu'on vise vraiment à transformer, notamment avec Rising Queen et puis donc les retraites en mixité qu'on fait, mais également voilà, c'est un mouvement de fond de sororité et d'empowerment des femmes ensemble. Et il y a ce truc-là d'arrêter d'être dans une logique de critique et de jugement avec les autres, parce qu'à partir du moment où dans mon dialogue intérieur toujours, ou même dans mes conversations avec d'autres, à propos d'autres, je suis dans une logique de jugement et de critique, mon cerveau, il imprime l'information que je vis dans un monde blindé de jugement et de critique. Et donc, en fait, souvent, quand on a très, 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 très peur du jugement des autres, c'est aussi parce que nous-mêmes, on a des mécaniques de jugement des autres qui sont là. Et ça, c'est quelque chose que j'observe vraiment dans divers accompagnements. Tu diminues la manière dont tu juges les autres et tout de suite, tu vis dans un environnement où il y a plus de confiance, plus de bienveillance, alors que ce que tu as changé, c'est juste quelque chose à l'intérieur. Tu n'as rien touché à l'extérieur. Et cette puissance du changement intérieur, enfin de décider
de changer comme on va brancher ou câbler sa pensée, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper puissant et ce qu'on va appeler plus dans les champs justement énergétiques ou spirituels la force de l'intention. Mais c'est vraiment pour moi la base et c'est ça pour moi l'endroit où se fait le pont justement entre le développement personnel et la spiritualité, c'est que c'est vraiment cette force de l'intention de se dire euh, je pose moins de jugement sur les autres et tiens, hop, il y a plus de bienveillance. Ce qui marche aussi pour la légitimité. À partir du moment où je me dis factuellement et j'observe factuellement les raisons concrètes, rationnelles pour lesquelles je suis légitime d'être là, et d'un seul coup, je suis considérée légitime par mes pairs. Là où l'inverse est vrai aussi, si j'arrive dans mes petites chaussures en mode je suis sûre que je vais faire un truc de travers et que j'ai l'impression que j'ai pas le droit d'être là, etc. C'est pas le devoir des autres de vous rassurer. Ils peuvent le faire et s'ils le font, c'est cool, mais c'est pas leur devoir de le faire et on en revient à ce parent bienveillant intérieur, quoi. Donc vraiment, effectivement, comment je change moi mon rapport au monde fait que le monde en rapport avec moi, tiens, bizarrement, il change de position aussi, quoi. Ouais. Puis du coup, il y a Karine là en commentaire qui nous dit, je pense qu'on peut pas totalement bloquer les jugements, mais au moins lui dire stop. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut pas maîtriser H24 ce qui se passe dans notre cerveau. Euh, Juger, c'est quelque chose de pratique. Hein. C'est quelque chose qui nous permet de mettre les choses dans des boîtes et dans des cases rapidement, etc. Mais c'est être en capacité au moins d'identifier les jugements qu'on a et de pas croire en fait tous les jugements qui passent à l'intérieur de nous. Et comme tu le dis, au moins dire stop à ça quoi. Ah tiens, il a l'air con celui-là, ah, ça c'est pas super. Ok, qu'est-ce que je peux dire euh, je comprends pas trop ce gars-là. Là, maintenant. Déjà là, hop, on se réapproprie ce qu'on dit. C'est pas lui qui est con, là c'est moi qui le comprends pas, et je vais continuer peut-être à observer ou à être curieuse pour me faire un avis un peu plus étayé, quoi. Ok, donc développer l'estime de soi. Première chose, observer son dialogue intérieur et en prendre soin, aussi bien comment je me parle à moi-même que comment je parle des autres et aux autres. Deuxième élément qui vraiment fait une différence hyper importante en matière d'estime de soi, euh, on est des êtres sociaux, on est des êtres tribaux. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu avec l'industrialisation. Où avant, on vivait en famille, en village, en solidarité, en communauté. Aujourd'hui, en vivant dans des petites boîtes, dans des petits appartements, soit avec un ou deux colocataires qu'on connaît pas forcément très bien, soit avec un ou une amoureuse sur qui on fait reposer plein de nos besoins. Il y a un truc qui passe à la trappe, c'est notre besoin de tribu. Et on estime, ça vient de l'INA, l'Institut des neurosciences appliquées, que on a besoin d'avoir 5 à 8 personnes qui sont des piliers dans nos vies et qui sont des personnes sur qui on peut compter. Pourquoi 5 à 8 ? Parce qu'en fait, c'est 5, mais la vie faisant que tout le monde n'est pas dispo tout le temps, voilà, et que les gens ont leurs propres événements de vie, etc. 8, c'est bien, ça laisse un peu plus de marge, quoi. Et, euh, et ça, c'est hyper important, et notamment dans ce monde dans lequel il y a de plus en plus d'individualisme, de se dire que on a une tribu sur laquelle on peut compter. Donc ça peut être des gens qui viennent de notre famille et avec qui on est heureux d'être en lien, mais ça peut être aussi ce que moi j'aime bien appeler la famille choisie. Donc des amis, des personnes avec qui on se connaît, on se reconnaît, on se voit, on s'aime et on a envie d'être dans ces liens d'entraide, quoi. Et ça c'est hyper intéressant parce que à partir du moment où on a ces quelques relations dont on prend soin, du coup, parce que c'est pas juste moi qui peux compter sur les autres, c'est je prends soin de ces relations-là. Il y a un moment donné où la validation du monde entier, ça devient moins important. Parce que j'ai ma tribu, j'ai mon clan, j'ai mon socle de gens qui comptent pour moi, dont j'apprécie les valeurs, qui me soutiennent, que je soutiens, etc. Et du coup, le reste du monde, évidemment, j'interagis avec, j'ai mon deuxième cercle, mon troisième cercle, les gens du milieu professionnel, etc. Mais voilà, ça permet aussi de hiérarchiser un peu les relations, de pas se dire qu'on doit tout le temps rendre service à tout le monde et être dispo pour le monde entier. Et du coup, voilà, ça permet de prioriser, de se recentrer et d'avoir ce premier cercle et prendre soin de ce premier cercle. Bah, ça nourrit l'estime de soi, hein, parce que j'ai de la valeur,
Et j'ai des gens qui me voient, qui me comprennent et qui me reconnaissent. Et c'est ce dont on a besoin en tant que. Donc voilà, si vous sentez que vous avez des sujets d'estime de vous et qu'en fait vous sentez qu'il y a peut-être que une, deux, trois personnes sur qui vous pouvez compter, c'est peut-être le moment d'élargir vos cercles d'amis, de revenir vers des personnes avec qui vous avez passé des super moments dans vos vies et vous savez pas trop pourquoi, il y a un éloignement qui s'est fait, mais en fait vous les aimez bien, quoi. Et vraiment, voilà, de pouvoir se construire cette base. Euh, Parmi les personnes que j'accompagne, il y en a beaucoup qui me disent, moi, j'ai cette tribu-là, mais ils sont loin, parce qu'il y a des déménagements, voilà, qui ont fait ça. Et bah, nourrissez les espaces de relations à distance. Trouvez un moyen de vous appeler, de vous skyper, de vous écrire, de maintenir un lien de confiance et de sécurité qui fait que vous savez mutuellement, en fait, que s'il y a un problème un jour, vous pouvez vous appeler. Et ça, c'est vraiment très, très, très important parce que voilà, moi ça je la vois la différence. J'ai pas mal de personnes que j'accompagne qui justement n'ont pas forcément ces 5 à 8 piliers. Et là du coup il y a ce sentiment de devoir ramer en fait pour se construire une estime de soi. On y arrive, hein, on la développe, mais voilà, c'est un chemin privilégié, clairement. Et puis il y a cette idée aussi que, comme tu le dis, même si c'est des relations à distance et même si on n'est pas en contact constant, permanent, parce que c'est vrai que parfois on peut avoir l'image de la tribu ou de la famille choisie comme étant une espèce de clan avec lequel tu es tout le temps, avec qui tu fais tout et qui sont au courant de tes moindres faits et gestes, alors que pas forcément, et que même quelqu'un qu'on ne va pas avoir genre toutes les semaines ou tous les jours au téléphone, le fait de savoir que cette personne existe crée un socle en fait. Ça crée déjà une sécurité mentale, psychique, affective, émotionnelle de savoir, ok, mais il y a cette personne-là qui existe et aussi de savoir qu'avec cette personne-là, il y a un endroit safe, bienveillant, de confiance. Et donc ça ancre aussi un c'est possible. C'est possible que je sois vue par quelqu'un de manière bienveillante et valorisante et soutenante. Donc ça m'encourage à potentiellement l'être avec moi-même. Et potentiellement, ça me soutient aussi, comme tu disais, pour élargir le cercle en me disant, je sais que c'est possible, donc peut-être que ça peut être possible aussi avec d'autres gens. Donc ça crée vraiment un socle, quoi. Donc voilà, complexez pas si jamais vous dites, ah oui, mais moi, on s'appelle qu'une fois tous les 3 mois, c'est pas grave, ça fait aussi ça fait aussi le job, quoi. Ouais, ouais, ouais. L'idée c'est que les deux sachent que on est là, quoi. Donc c'est montrer qu'on est là, c'est envoyer quelques mots d'amour de temps en temps à minima. C'est bien de renourrir l'amour aussi. Euh, Et puis, c'est pas forcément effectivement une tribu où tout le monde se connaît, se voit, etc. Ça peut être aussi voilà, une relation ici, une relation là, mais voilà, je sais que j'ai mes 8 personnes. Ok, et dernier point, très très important, on pourrait en parler pendant des heures, et, euh, et ça pour moi, c'est vraiment en lien aussi avec ce qu'on fait dans nos retraites et ce qu'on propose dans nos retraites comme cadre, c'est l'idée de sortir du système où on cherche la validation de nous-mêmes et de nos actions à l'extérieur de nous et où on est accroché en fait au regard des autres, aux opinions des autres, aux évaluations des autres. Et donc de passer de ce qu'on appelle un système de référence, donc de validation externe, à un système de validation interne. Et de pouvoir se dire, en fait, euh, moi, j'ai ma propre éthique. Donc déjà, se poser la question, c'est quoi mon éthique personnelle? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi les choses qui sont importantes pour moi et qui ne sont pas forcément les choses qui seront importantes pour la voisine, qui sont pas exactement les choses qui étaient les mêmes choses qui étaient importantes pour mes parents et qui où elles m'ont transmise. Donc il y a une émancipation qui se fait à un moment donné où je me réapproprie ce qu'on m'a transmis et peut-être je vais ajouter des valeurs différentes, voire opposées parfois. Mais donc quelles sont mes valeurs? Quelle est mon éthique personnelle? Et du coup, comment est-ce que moi, je peux valider mes choix et mes actions sans être accroché voilà, à cette opinion des autres. Donc, et moi, qu'est-ce que j'en pense? Et avec ça, il y a du coup, ça permet de sortir d'un système dans lequel on croit qu'il faut toujours faire plaisir aux autres ou être parfait pour les autres pour être aimé. Et du coup, comme on a nos valeurs, comme on a notre amour à l'intérieur, comme on a différentes personnes sur qui on peut compter, on n'a pas besoin de plaire à tout le monde
Et donc, par exemple, on peut s'autoriser à être imparfait, parfois. On peut s'autoriser à dire non à certaines choses, même si on nous avait transmis que il fallait faire plaisir aux autres pour être aimé, pour être gentil, et toujours dire oui et toujours être disponible. Ouais, sauf que là, en fait, je suis fatiguée, je suis surmenée, j'ai besoin de prendre soin de moi, donc c'est ok, en fait, de dire non à certaines choses. Et donc voilà, plus globalement, moi, ce que je vois chez les personnes que j'accompagne et qui veulent développer leur estime d'elles-mêmes, c'est qu'il y a cette injonction à faire plaisir, en fait, qui est là, et cette peur de pas être aimé, et voilà. Et là où c'est d'autant plus difficile, euh, c'est quand on a besoin, par exemple, de dire non, ou quand on a besoin d'affirmer une autre opinion ou un autre positionnement que des personnes à qui on tient vraiment, ou qui font partie de ce socle qui compte pour nous. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de 5 à 8 personnes, parce que elles sont pas forcément toutes du même avis. Et il y a certains sujets sur lesquels je vais plutôt aller demander de l'aide à telle personne, certains autres sujets sur lesquels je sais que là on n'est pas super d'accord là-dessus, mais bon on s'aime beaucoup pour ça, je vais aller parler de mon problème peut-être à quelqu'un d'autre. Et voilà, d'où la diversité aussi. Et donc, on est des humains, on est tous différents, on a tous des valeurs différentes, des choses qui sont importantes pour nous, qui sont différentes. Donc, ça ne fait pas sens de construire sa vie selon la boussole des autres, en fait. C'est vraiment comment est-ce que je peux écouter ma propre boussole intérieure et m'autoriser ça. Et là, on a une estime de soi qui se construit et qui se développe. Euh, Évidemment, ça se fait dans le temps, petit choix après petit choix, petite action après petite action. Et quand on se rend compte qu'en fait, quand on s'écoute, le monde ne s'écroule pas. Tous les gens qu'on aime ne se barrent pas, voire même il y en a certains que ça fait réfléchir et qui vont nous suivre en fait. Là où avant ils se disaient mais c'est bizarre ton choix de vie, mais en fait je crois que t'as raison et tout, ouais c'est intéressant, ils vont devenir super curieux. Donc voilà, oser assumer en fait et explorer qui on est euh, et avoir sa propre éthique personnelle. Voilà. Et donc là, a priori, si vous observez votre dialogue intérieur, vous prenez soin de comment vous parlez de vous, comment vous parlez des autres, vous avez une tribu de personnes sur qui vous pouvez compter et inversement, et vous avez cette capacité à sortir d'un système de référence externe et vous arrivez à vous valider, vous, intérieurement, déjà vous avez des bonnes clés pour améliorer votre estime de vous. Et puis je rebondis aussi sur ce que tu disais par rapport au fait d'oser dire non, d'oser ne pas être parfait ou ne pas faire plaisir, etc. Notamment dans ok, je fais le tri entre les valeurs et les notions d'éthique que j'ai et qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je transforme et qu'est-ce que je laisse. Et souvent à cet endroit-là, ça pose ça peut poser des questions d'allégeance, notamment les liens familiaux ou des liens d'amitié qui remontent à loin, de dire mais en fait si je fais ça, je sors du schéma, je sors de comme on a toujours fait, et dans quelle mesure je trahis mon clan, dans quelle mesure je trahis d'où je viens, dans quelle mesure je suis infidèle à mes relations qui durent depuis 10-15 ans. Et de vous dire aussi, et c'est pareil, hein, vous pourrez le retrouver dans un live qu'on a fait précédemment sur prendre soin de ses besoins, cette idée que pour pouvoir être là pour les autres et pour ces personnes que vous appréciez, être bien avec vous, c'est primordial en fait. Et c'est pas de l'égoïsme de dire non, et c'est pas de l'égoïsme ou de l'abandon que de suivre un chemin qui est différent. Ça vous permet juste d'être potentiellement mieux, plus aligné, plus ajusté pour être avec ces gens-là. Et il n'y a pas besoin d'avoir une espèce de fusion, d'être exactement les mêmes pour que ça fonctionne. Et j'aimais beaucoup ce que tu disais sur voilà, sur les notions d'amitié, de se dire, bon, peut-être que dans mes 5 à 8 personnes, il y a des gens, effectivement, à qui je vais plus ou moins m'adresser selon mes problématiques parce que je sais que ça va plus ou moins résonner. Par exemple, sur les sujets d'hypersensibilité, moi, qui sont bien au cœur de mes accompagnements, je sais que voilà, si j'ai quelque chose qui est en lien avec l'hypersensibilité et avec énormément d'émotions, je vais pas aller contacter ma pote qui est pas du tout hypersensible et qui comprend rien à ça et qui prend ça avec beaucoup de bienveillance, mais qui trouve ça quand même un peu bizarre. Donc, je vais plutôt aller choisir ma copine hypersensible qui va pleurer avec moi et voilà, et ça se passera bien. Donc c'est voilà cette idée aussi que vous allez pouvoir tisser ces choses-là et que c'est Excuse-moi, il y a du monde ici. Je vais me mettre dehors. Je t'écoute. pas de souci.
Oui, bon, et ben écoute, merci Laura pour toutes ces clés. C'était hyper clair, hyper structuré. J'ai vu que on avait changé d'air, qui nous a dit oui, j'ai sorti le carnet de notes, etc. Euh, voilà. Et donc ça, c'est vraiment ces idées d'estime de soi et les quatre clés que tu viens d'aborder. C'est des choses qui viennent recouper le programme qu'on aborde dans Rising Queen. Aussi parce que pour devenir souveraine, pour être dans sa pleine puissance, c'est important d'avoir une bonne estime de soi. Donc, on vient travailler aussi sur ces enjeux-là, bien évidemment, pour vraiment. euh, j'ai vraiment confiance à Rising Queen, j'ai toujours ce mouvement qui me vient, un truc, tu vois, qui rassemble et qui lève tout le socle. Tu vois, il y a vraiment cette idée de constituer un socle et de faire germer, de faire pousser un arbre et de l'accompagner à grandir, tu vois. Mais donc, il y a vraiment dans une approche assez holistique, on va avec plein de choses, des besoins, de la gestion émotionnelle, de l'intelligence relationnelle, des archétypes du féminin. Tout ça dans un travail de groupe où justement ce côté tribu, il vient soutenir le travail pendant les 4 jours de Rising Queen. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur Rising Queen, que vous avez envie d'aller plus loin avec nous et de tenter l'expérience en immersif, ça se passe du 25 au 29 août, qui est un écolieu de cocon paradisiaque, à peine 2 heures de Paris, en plein cœur de la Sologne. C'est voilà, c'est assez magique. On vous invite à aller découvrir les photos sur notre site. Et du coup, d'aller visiter notre site aussi pour plus d'informations. Donc, www.risingqueen.fr. Rising Queen, voilà. Un peu les espèces de couronnes qui émergent des eaux. Voilà. Et on finit toutes couronnées. Vous pourrez aussi lire les témoignages des participants de la première édition. Ça vous donnera aussi un peu une idée de ce qui s'y passe. Voilà. Bah ouais. Et puis en espérant dans tous les cas que bah voilà, ces apports-là, voilà, ces points qu'on a abordés aujourd'hui, ça vous nourrira, que ça créera des conversations aussi avec vos proches. Le contenu qu'on vous partage, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous et à créer des conversations, parce que c'est aussi là enfin voilà, qu'on grandit en mettant tout ça dans le lien, en le confrontant un peu et en le partageant, quoi. Mm, mm, mm. Excuse-moi, je t'ai complètement coupé. Pas de problème. Non, non, mais c'est bien, le petit laïus contamination positive, ça me va. Voilà, est-ce que n'hésitez pas à aller regarder les replays aussi hein, de nos autres lives. Hein, on fait ça tous les vendredis euh, sur Insta, Ah le oui, site. il y a un truc que j'ai oublié de dire, pardon. Tout à l'heure, je parlais de l'injonction à faire plaisir. Euh, du coup, si vous voulez, autre info, on peut vous envoyer un test qui vous permet de savoir à quel point, du coup, cette injonction à faire plaisir aux autres, elle pèse sur vous. Voilà, du coup, je t'ai recoupé méchamment, pardon, je suis désolée, en mode le petit enfant intérieur qui a oublié et qui fait ah. Mais voilà, c'est hyper apprenant. Ça fait partie vraiment des points clés, moi je trouve, de l'estime de soi, de sortir de ça. Donc voilà, vous nous envoyez un mail sur hello@risingqueen.fr et on vous enverra le petit test. Voilà, sur demande. Super. Bon, et ben merci à toutes et tous de vous être connectés avec nous en live. C'était extra. On était quand même, c'était pas mal hein, aujourd'hui. C'était cool. On vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau live où on parle de l'écologie personnelle, qui est un sujet qui nous tient très à cœur et en plus avec une petite surprise que je serai en direct de Bouchot pour vous faire ce live. Donc, du coup, vous aurez le droit à la végétation en même temps qu'on vous fait le live. Et on a une petite surprise qui se prépare courant semaine prochaine. Donc, on vous invite à rester sur les réseaux, à nous suivre, à liker, partager, commenter, tout ça, ça permet de booster les algorithmes aussi. Et puis, bah, on vous dit à la semaine prochaine. Yes. Salut, salut. À bientôt. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao.